bienvenue dans cette nouvelle série sur les méthodes de valorisation de votre PME. Aujourd'hui, nous allons voir l'actif net comptable et la méthode des multiples. Alors, l'actif net comptable n'est en fait qu'un arrêt sur image d'une entreprise qui n'arrête pas d'évoluer, comme la vôtre. Et la valeur comptable est souvent déconnectée de la valeur de marché. Car cette valeur comptable, à un instant donné, dépend, entre autres, de l'ancienneté des investissements réalisés. Soit pour maintenir l'outil industriel à son niveau de compétitivité, soit pour développer les capacités et générer de la croissance, tant nécessaire. Le poids de ce financement des investissements va donc plus ou moins peser sur le résultat de l'entreprise, alors que son chiffre d'affaires n'a pas encore atteint son nouveau palier et que le résultat, lui, n'en traduit pas encore tous les effets. Inversement, une entreprise qui pourrait apparaître très rentable n'a peut-être pas assez renouvelé ses équipements industriels, de façon à maintenir sa compétitivité ou permettre son développement. La valeur de marché, elle, dépend toujours de l'évolution de la capacité bénéficiaire. Or, cette capacité bénéficiaire provient tout autant de la bonne gestion de votre PME, qui se juge bien sûr à partir des données comptables, d'après les ratios, que du positionnement de votre entreprise sur son marché, par rapport à la concurrence, et là, sur lequel les données comptables ne nous disent rien. Donc, aborder la valorisation d'une entreprise par l'actif net va immanquablement, vous en tant que vendeur et vis-à-vis de votre acheteur, vous amener à des positions sensiblement éloignées. Pour vous, la valeur de l'actif, supposons que vous preniez comme point de départ l'actif net, devra être augmentée d'un certain nombre de réévaluations. Valeur de remplacement des machines, plutôt que la valeur comptable, qualité du portefeuille client, enfin tout un ensemble d'actions qui vont plutôt augmenter votre actif net. Et l'argument de l'acheteur, c'est de dire que les actifs immobilisés ne permettent pas d'assurer la croissance nécessaire à l'obtention des résultats attendus, d'où un besoin d'investissement, lequel va nécessiter un endettement, ce qui veut dire une injection de cash de la part du repreneur, qui est autant de cash en moins pour payer l'entreprise. Vous voyez bien que les points de vue vont être diamétralement opposés, et ce qui peut générer un écart très important et rendre la négociation très difficile. D'ailleurs, la décorrélation de la valeur comptable par rapport à la valeur de marché se vérifie également sur les très grandes entreprises, où le rapport entre les deux modes de valorisation peut facilement varier de 1 à 5. Exemple, prenons un tableau dans lequel la même PME, ou à peu de choses près, deux PME semblables, ont un même environnement, des positionnements comparables, pas comparables, mais la première est en début de cycle d'investissement, doit être la vision de l'acheteur pour l'avenir, et la deuxième en fin de cycle d'investissement, la vision d'un vendeur. Regardons ce tableau. Donc on voit qu'elles partent tous les deux d'un chiffre d'affaires d'environ 1000, que l'excédent brut d'exploitation environ 200 ou 180, mais la première s'endette pour investir à hauteur de 250, ce qui génère des frais financiers de 15 et un amortissement de 80. Du coup, le REX, dans ce premier cas, est égal à 105, c'est les 200 moins 15 et moins 80, alors que dans l'autre cas, eh bien, le REX est égal à 180 moins 20, c'est-à-dire 160. Et donc si on applique des multiples, ce qu'on va voir juste dans le chapitre suivant, d'environ 4 sur la valeur du REX, on a une valorisation de marché de 420 pour la première et de 640 pour la seconde, alors que les actifs nets, eux, sont très proches, 350 pour la première, 387 pour la deuxième, puisque le résultat net est supérieur. En réalité, pour juger de la validité de la valorisation d'une entreprise, il faut pouvoir apprécier la pertinence des investissements nécessaires et suffisants pour garantir sa pérennité, c'est-à-dire au moins le maintien de la compétitivité, et des investissements de croissance, si le secteur est en croissance, ou quand il faut construire la position de leader. Alors voyons maintenant l'application de la méthode des multiples, qui demande souvent d'ailleurs des retraitements. La méthode des multiples paraît simple, au moins dans le calcul, et il faut s'assurer qu'on l'applique avec discernement à des entités économiques comparables. À cette condition, il est possible d'appliquer des coefficients standards à des sociétés d'un même secteur d'activité. Mais rappelons d'abord qu'il faut distinguer deux sortes de multiples habituellement utilisés. Premièrement, un multiple pour déterminer la valeur économique de votre entreprise. Ce multiple, lui, est indépendant du mode de financement. Il va donc s'appliquer au REX ou à l'EBE, c'est-à-dire avant frais financiers. Et un deuxième multiple pour déterminer la valeur des actions, c'est-à-dire tenant compte du mode de financement. Il va s'appliquer alors au résultat courant ou au résultat net.
Le lien entre ces deux notions est toujours la suivante. La valeur des actions est égale à la valeur de l'entreprise, moins l'endettement net, plus la trésorerie excédentaire, c'est-à-dire celle qui n'est pas strictement nécessaire à l'exploitation courante. Dans tous les cas, un certain nombre de retraitements sont nécessaires et donc habituels, à savoir la prise en compte de l'existence d'un crédit bail, le financement éventuel du poste client, l'existence d'actifs et de passifs hors exploitation, qui peuvent majorer ou minorer le résultat, et la rémunération du dirigeant, en particulier si elle est entièrement réalisée sous forme de dividendes. Retenons en moyenne les ordres de grandeur suivants. Le multiple d'un REX, c'est environ de 4 à 5, et pour un résultat net de 6 à 7. Reprenons notre exemple, en supposant que l'entreprise ait une trésorerie excédentaire proche de 0. Donc dans le tableau, on retrouve les mêmes chiffres, et donc à partir de la valorisation de marché, qui est donc de 420 dans le premier cas à cause de l'endettement et de 640 dans le deuxième cas, on voit que dans le premier cas avec l'endettement, la valorisation des actions est donc de 420, moins les 250 de l'endettement, on arrive donc à une valorisation des actions de 170. Alors que dans le deuxième cas, puisqu'il n'y a pas d'endettement nouveau, la valorisation des actions est égale à celle de l'entreprise. Conclusion, ce qui contribue à la valorisation de votre PME, c'est son modèle économique qui dégage plus ou moins de valeur ajoutée et de marge bénéficiaire, c'est son mode de financement et c'est sa dynamique de croissance. Action. Faites l'exercice d'appliquer ces différentes méthodes de valorisation pour votre PME, afin de mesurer les écarts, car vous comprendrez mieux alors l'intérêt de bâtir un plan de développement stratégique de votre entreprise, la perspective de l'acheteur, avec son financement nécessaire, de façon à être prêt à challenger sa vision. Voilà, j'attends vos réactions, et la semaine prochaine, nous regardons les écarts possibles sur des méthodes fondées sur les flux prévisionnels de trésorerie. Merci pour votre attention, Jacques Journy.